Bonjour et ravi de vous retrouver dans l'hebdo de François en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1. Ravi aussi de retrouver nos 4 éditorialistes. Juste, Dominique Volton vient à peine d'arriver, il est encore essoufflé. On le salue, le directeur de recherche au CNRS, Dominique Volton, le premier de nos éditorialistes. Je dis le premier par ordre d'expérience, bien sûr, hein, et du nombre des années. Voilà. Le second. Je n'ai pas 82 ans. Pas encore, non. Le second, c'est Éric Zemmour du Figaro. Bonjour Éric, vous allez bien? Qui n'est pas le plus Qui jeune, n'est pas forcément le plus jeune, non. Et qui n'est pas le second, qui est le deuxième, parce que nous sommes 4. Oui, exactement. Alors, vous voyez, il a toujours une petite remarque vexatoire pour moi, Éric Zemmour. Francis, vous allez bien? Pour les enfants. Un peu enrhumé, je crois. Hein, un petit peu, très enrhumé même. Et puis Nadir Djenad, lui, il va bien. Hein. Ça va, merci. Bon, voilà, C'est la alors, jeunesse. c'est la jeunesse, comme on le dit à chaque fois. C'est pas sympa pour les autres. Hein. Je l'ai fait pas, faut le dire. On va vous donner notre adresse. Vous pouvez toujours nous écrire pour nous faire des remarques sur l'heure à laquelle elle arrive Dominique Volton. Non, c'est pas du tout ça que je voulais dire, excusez-moi. hebdofranço@rfo.fr, hebdofranço@rfo.fr. Voilà. Alors, je vous propose cette semaine un sommaire un peu particulier. Vous n'avez pas été sans remarquer que ce soit en radio, en télévision, en presse écrite, la crise financière, la crise comme on dit maintenant, a cannibalisé, mangé l'ensemble de l'actualité. Alors on s'est dit entre nous que ça serait bien que l'on fasse un petit tour d'horizon sur cette crise en prenant les conséquences que celle-ci peut avoir, d'abord en France, bien sûr, dans notre propre pays, sur nos propres concitoyens, puis un peu en Europe, dans l'Union européenne notamment. Enfin, à même plus un mois des élections présidentielles américaines, ce serait bien de regarder un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Et enfin, il y a des pays qui sont absents des bourses mondiale, des cours de bourse, de la finance internationale. Je pense à beaucoup de pays africains, des pays caraïbéens et certains pays d'Asie et d'Amérique latine, qui pourtant risquent eux aussi de subir les conséquences de cette crise. Voilà, on va essayer de traiter tous ces sujets le mieux qu'on peut. Alors, d'abord la France. Vous avez tous entendu Nicolas Sarkozy qui ne cesse de faire différentes annonces. Alors, j'essaie de pas en oublier. Il y a la prime de Noël en novembre, il y a l'aide à l'immobilier, il y a la garantie pour les épargnants, et puis je crois une dernière mesure qui est parue il y a quelques jours, qui est d'aider au crédit pour les petites et moyennes entreprises. Bref, on mesure que la crise est là, à toutes ces déclarations et à toutes ces annonces. Alors, première question, Nadir Djenad, c'est une agitation, comme le disent certaines personnes, dans l'opposition stérile, ou ce sont des mesures efficaces? Alors, malgré ces annonces, on peut dire que l'inquiétude est grandissante en France concernant l'ampleur de la crise économique mondiale. Selon un dernier sondage que j'ai pu lire il y a quelques heures, 81% des Français interrogés par l'Institut IFOP se déclarent inquiets de l'impact de la crise financière mondiale. Les Français sont inquiets depuis plusieurs mois déjà, sont inquiets pour l'inflation, pour leur pouvoir d'achat. Mais ce qu'on dit aujourd'hui et qu'on n'a pas dit il y a une dizaine de jours, c'est que les banques françaises ont perdu beaucoup d'argent à cause de cette crise. On parle de 17 milliards d'euros. J'entends beaucoup d'économistes ces derniers jours, et je pense que mes confrères également, des économistes dire que les banques vont faire payer le prix aux particuliers, le prix de cette crise. Les économistes disent que les banques de dépôt vont éponger les dettes des banques d'affaires. C'est-à-dire que le consommateur qui va à la banque va payer pour la banque d'affaires. Exactement. Pour se refaire des marges, elles vont répercuter les pertes sur le client par plusieurs mesures. D'une part, par l'augmentation des marges sur les prêts et la hausse de la tarification des services bancaires. Donc là, ça c'est une inquiétude. Il y a une inquiétude. Deuxièmement, dans ce contexte, c'est vrai, vous l'avez dit, le président de la République, le Premier ministre et les ministres concernés répètent à longueur de journée que les banques françaises ne sont pas les banques américaines. C'était le sens du message délivré à l'issue de la réunion mardi entre le président de la République... C'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté juste à la frontière. C'est ça. Oui. Pas seulement, mais c'était le sens du message délivré. Je reviens. Le sens du message délivré à l'issue de la rencontre mardi entre le président, les principaux banquiers et les principaux assureurs, c'était de rassurer l'opinion en disant que le système financier français est solide et que les économies des particuliers ne vont pas partir en fumée. Mais cependant, quand on a entendu les rumeurs sur les difficultés de la caisse d'épargne, des rumeurs d'ailleurs qui ont été démenties, le lendemain, qui ont été après l'histoire de mardi, le Canard enchaîné pour dire les choses, qui ont été démenties catégoriquement. À ce propos. Exactement. La caisse d'épargne a démenti de manière catégorique, mais on peut quand même se poser la question de savoir est-ce que le système financier français est aussi solide qu'on le dit.
Alors, moi, j'ai envie de poser une question à Dominique Volton. Là, Nadir a fait un bon résumé des choses, mais on a de l'immobilier, on donne une prime de Noël en novembre, on garantit pour les épargnants, on aide les PME. Mais ils trouvent où l'argent, puisque les caisses sont vides? C'est ce qu'on nous a seriné pendant 6 mois. Ah oui, mais l'avantage des États, quand même, c'est quand même... les derniers garants ce sont les États. Donc quand il n'y a plus d'argent, les États sont capables de faire marcher la planche à billets, heureusement. Parce que la question politique... Là, c'est pas la planche à billets. Attends, je veux simplement dire... On va laisser la planche à billets, on l'a plus. S'exprimer. Mais normalement, c'est l'Union européenne qui décide de la planche à billets. Le politique... Oui, il y a toujours des réserves des nationales. Vous n'avez qu'à voir ce que font actuellement les Irlandais. Mais ce que je veux dire sur le fond, c'est que... Mais l'argent, on l'a ou on l'a pas, Dominique? On trouve toujours de l'argent en politique, c'est la définition de la politique. En prenant l'argent de contribuable. Vous permettez. Bon, allez, on permet, on vous écoute. Notamment. Dans les systèmes, dans la mondialisation actuelle, où il n'y a pas d'autre légitimité que la politique, c'est la politique qui, in fine, est supérieure à l'économie. C'est-à-dire que si jamais l'économie se casse complètement la figure, si on veut éviter une récession... Vous permettez que je finisse? Pardon, Merci. Dominique, pardon. Pour éviter la crise, la récession de 1930, la seule chose qu'on a compris, c'est qu'en 1930, le politique n'avait pas été capable de s'imposer à la crise économique. Donc ce qu'on essaie de faire maintenant, 90 ans après, c'est que si on est face à une telle crise comme ça, le politique soit capable de ne jamais se subordonner vis-à-vis de l'économie et d'imposer, on verra après régler les problèmes économiques. Mais c'est pas ça que moi je voulais dire en entrée sur la discussion. C'est que là, on a un vrai problème qui change par rapport aux années 30. C'est que le monde entier est informé et surinformé de l'économie au jour le jour. Pour l'instant, les millions d'individus, des milliards, vont subir. Mais nous devons nous attendre à un effet boomerang terrible, et sur les économistes, et sur les banquiers, et sur les politiques, parce que les braves citoyens que nous sommes, vous et nous, on dit « Dormez, braves gens, il n'y a pas de problème ». On nous dit ça pendant des mois et des mois. Au fur et à mesure, on laisse glisser des informations qui sont de pire en pire. Et d'un seul coup, on dit « La crise est là, la récession, c'est très grave ». Donc les gens, pour l'instant, ils vont garantir ce qu'ils peuvent garantir, mais après, à juste titre, ils vont dire quand même vis-à-vis des financiers d'abord. Qui va payer? Vis-à-vis des banquiers, qui va être responsable? Vis-à-vis des économistes, qui n'arrêtent pas de nous raconter des choses et de mentir, qui est coupable? Et vis-à-vis des politiques, quand même. Donc si vous voulez, on est face à une question qui est que la mondialisation de l'information, qui est un progrès pour cet aspect-là, qui augmente le sens critique des gens, prend à contre-pied complet les mensonges et les turpitudes des financiers, des banquiers et des politiques. Donc attendons-nous, après cette phase actuelle, un retour de bâton. Et ce retour de bâton sera exactement ce qu'on, si je puis dire, la conséquence pratique, puisqu'on veut qu'il y ait de la mondialisation de l'information, puisqu'on veut prendre au sérieux les consommateurs et les citoyens, et bien ceux-là, ils ont des comptes à demander à ceux qui ont utilisé leur argent, leur spéculation, le mensonge, la craperie pour faire de la spéculation. Et quand on dit aujourd'hui, on va avoir du mal à trouver les coupables, je vous garantis que dans le système mondial économique, on a intérêt à trouver des coupables. Je crains les révoltes. Vous anticipez une éventuelle révolte. Mais pas une révolte n'étant pas révolution d'ailleurs. Et comme vous avez dit, je finis juste tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des tas de pays qui sont hors bourse. Donc les pauvres, les plus pauvres, c'est eux qui en prennent encore plus. Donc si vous voulez, l'ordre mondial économique, on va y revenir tout à l'heure. Il oblige à un minimum de justice. On va essayer de rester sur la France pour sérieux pour le téléspectateur, mais on y reviendra. Éric Zemmour, moi je voudrais répondre à votre question. Ah bah ça c'est une bonne idée. Voilà quelqu'un qui répond à une question. Vous avez demandé à Dominique où va-t-il trouver l'argent? Moi je vais vous répondre. C'est que Fillon a publiquement renoncé à réduire les déficits budgétaires de la France à l'horizon 2012. Donc c'est fini. Donc on repart. Donc on va encore augmenter la dette pour nos enfants, petits-enfants. Exactement. Vous avez tout compris. Ça c'est une première chose. C'est moins grave qu'une crise. Hein. Deuxièmement, c'est parce que c'est pas. J'essaie d'expliquer. Moi j'ai pas de jugement de valeur pour l'instant. J'essaie d'expliquer pour le téléspectateur. Justement, c'est parce que justement on n'a plus la planche à billets. Si vous voulez, il y a deux armes, ça. La planche à billets, c'est Trichet. Et Trichet, il l'utilise d'ailleurs. Stop, s'il vous plaît. Excusez-moi, Éric Zemmour. Vous avez raison. Jean-Claude Trichet, président de la BCE, gouverneur de la Banque centrale européenne. Qui d'ailleurs, pour aller dans le sens de Dominique, fait marcher depuis des mois à gros bouillon la planche à billets, lui, parce qu'on le dit pas, et il a son image comme ça d'austère qui se marre quand on lui. Non, mais il faut pas disqualifier ça. Mais je ne disqualifie pas, j'explique. Je dis que il arrose, il donne, pour l'instant, il répand des milliards et des milliards, des centaines de milliards d'euros à la manière américaine pour justement éviter le collapsus bancaire, puisque vous savez qu'en raison de leur folie spéculative, les banques ne se font plus confiance. Non, c'est pas plus personne. Pardonnez-moi. C'est les banques n'ont plus confiance dans les autres banques. Donc les banques ne se prêtent plus. Donc il n'y a que Trichet, comme la Banque centrale américaine, qui balance de l'argent. Premièrement. Et deuxièmement,
on a parlé aussi des banques françaises sont moins fragiles et vous vous êtes moqué en disant c'est comme le nuage de Tchernobyl. Pourtant, il ne faut pas se moquer complètement. C'est-à-dire que c'est toujours très fragile. C'est toujours très facile de se moquer. Là, c'est une situation grave. Mais non, mais c'est bien de se moquer. Moi, j'aime bien quand on se moque. Mais en l'occurrence, savez-vous ce qu'on dit de l'ironie? C'est la politesse du désespoir, mon cher. Et ben alors justement, en l'occurrence, le principe de la banque universelle française, c'est-à-dire qui mélange dépôt et banque d'affaires. Oui. Vous avez raison. Moralement, c'est assez scandaleux parce qu'ils vont éponger les trous de la spéculation d'affaires sur le dos des particuliers. Mais ça permet que les banques soient un peu moins fragiles, les banques françaises soient un peu moins fragiles que les banques anglaises, espagnoles. On a moins joué là-dessus. Alors, Dominique, j'allais finir là-dessus. C'est exactement. Mais je le réservais pour notre discussion sur l'Europe, parce qu'il y a plusieurs modèles en Europe, et si vous voulez, on aura. Le modèle financier français est un petit peu moins impliqué, dirait-on. Et il est un peu plus régulé, parce que nous avons gardé des traces. Donc c'est une force de la France, faut le dire. Alors, nous avons gardé on va continuer. Je pense que là, de l'intervention de l'État. Vous avez très bien expliqué les choses, les téléspectateurs y voient plus clair. Moi, j'ai deux questions à poser. Une peut-être à Francis, qui ne s'est pas encore exprimé. Francis, il y a un mot qui a été tabou depuis quelque temps dans la langue française de nos hommes et femmes politiques, en tout cas gouvernementaux et majorité, c'est le mot récession. On y est ou on n'y est pas? Oui, on y est. Bien sûr qu'on a fait une récession. Parce que le mot est sorti aujourd'hui. Techniquement, c'est 2 trimestres de croissance négative. Voilà, c'est pour ça que le mot n'arrive pas. Alors, depuis hier, on se cache derrière la technique. C'est ce qu'on nous répète depuis des mois. Il faut 2 trimestres avant de parler de récession. Or, on se rend compte que depuis quelques mois, quand même, les trimestres se multiplient. Et je pense que c'est la mission de trimestre. Nous avons quand même déjà quelques indices de récession. Bon, donc on est bien en récession. Bon, hélas d'ailleurs, mais bon. Voilà, ça se dit depuis 48 heures. Alors, on continue. Devant cette situation, François Fillon a fait une déclaration en milieu de semaine, je crois, en proposant, je cite, l'union nationale. C'est-à-dire, tout le monde sait ce que c'est que l'union nationale, c'est il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité, il n'y a plus des Français. En gros, je résume, toujours ironique, politesse du désespoir, Dominique Volton, parce que sinon je vais encore me prendre une gifle. On n'y est pas encore au désespoir. Question, est-ce que vous pensez, Dominique Volton, que François Fillon a une seule chance d'être entendu, notamment par le Parti socialiste? Écoutez, moi, franchement, je pense que c'est ou trop tôt ou trop tard. Et de toute façon, compte tenu de la manière dans la vie politique, le gouvernement, comme la plupart des gouvernements, n'a cessé de reculer le moment où il fallait dire qu'on était en récession, que la croissance était faible, qu'ensuite elle était quasiment nulle et qu'on était en récession. Donc, par conséquent, l'opposition a pas bien fait son travail, mais enfin, elle a quand même alerté. Donc, par conséquent, dans un cas classique où un gouvernement essaie de retarder les mauvaises nouvelles, ce qui est classique, tour à tout de gauche, et où l'opposition dit vaguement les choses. Là, la crise est beaucoup plus grave. Donc, ce qui est grave en France, c'est que et le président de la République et le Premier ministre ont pendant des mois et des mois dit c'est pas très grave, vous inquiétez pas, on est à côté, on n'est pas comme les autres, et que d'un seul coup, et aux États-Unis, et à Toulon, et le discours de Fillon, qui en soit un beau discours, et d'un seul coup, on dit mais attendez, mais vous n'avez pas les informations depuis hier, vous n'avez pas les indicateurs depuis avant-hier. Donc qu'est-ce que ça veut dire pendant des mois et des mois? Donc c'est en ça qu'il n'est pas crédible, et c'est trop tard. Par rapport à ça, donc la démocratie va jouer son rôle, et peut-être qu'un jour, ce sera effectivement une situation très grave, à ce moment-là, c'est trop tôt, parce qu'il faudra peut-être faire l'union nationale, vous voyez, ça va trop tôt, trop tard. Francis, vous voulez dire un mot? Je veux dire que le fait d'appeler à l'union nationale n'est pas un acte politique majeur dans une situation comme celle-là, pour une raison très simple, c'est que quand il s'agit d'un naufrage, et quand il y a un naufrage, je pense que toutes les parties sont obligées de trouver une solution, qui est la même d'ailleurs, c'est de pouvoir quitter le navire et de trouver une solution pour... J'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous prêts à prendre la même barque. Voilà, donc on pourrait éventuellement parler d'habileté politique, mais c'est pas très courageux en réalité politiquement. Parce que c'est la seule solution. Et quel que fût le gouvernement, je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution aujourd'hui que d'appeler à ce que tous les Français, je pense, de toute façon, les contribuables déjà. Parce qu'au fond, l'Union nationale, ça signifie pas simplement, ce n'est pas une simple adresse au Parti socialiste, c'est une adresse aux Français de manière générale. Oui, ça voulait dire que l'opposition ne joue plus tout à fait son rôle d'opposition. Mais l'opposition représente une partie du peuple français. En général, on parle d'union nationale à la veille d'une guerre. C'est quand même assez précis. Il y a l'union nationale, puisque in fine, ce sont les contribuables français qui sont appelés pour, renflouer. Le est cynique, mais pas... Merci Francis de nous donner le moral. Merci pour le moral. L'union nationale est déjà là. Quand Sarkozy disait il y a quelques jours à Toulon, Monsieur le Président Sarkozy commençait son discours en disant, d'abord, je pense qu'il aurait dû
commencer autrement parce que ça rappelle quelques mauvais souvenirs en France. Commencer en disant la France a peur. Je pense que ce sont des mots quand même qui rappellent des mauvais souvenirs. Bon, mais si la France a peur, évidemment, je pense que une union nationale dans la peur n'est pas forcément le meilleur signal envoyé par un gouvernement. Cela étant, il faut quand même signaler que c'est un gouvernement qui s'arroge tous les mérites quand tout va bien, quand le chômage diminue de quelques pourcentages, et que ce n'est pas très courageux non plus, je dis aujourd'hui, simplement de faire appel à l'ensemble des partis politiques, alors que ce gouvernement est aux affaires et qu'il est obligé, puis ce fait que la conjonction historique l'amène aujourd'hui à gérer une situation difficile, il faut qu'il s'y attelle et mérite son mandat de ce point de vue-là. Éric Zemmour, vite, parce qu'on avance, on essaie d'être un peu plus... Je pense qu'il y a une double habileté. Se dissimuler... dissimuler ses responsabilités derrière la crise économique mondiale. Personne n'est dupe. Non mais... En tout cas, pas Dominique Bolton, visiblement. Non, mais c'est pas ça, mais les ça veut pas dire que ça va réussir. Oui. Les citoyens sont pas idiots. Non, mais bien sûr, mais en tout cas, il pourra dire que la bourrasque est telle que c'est la crise économique mondiale et non pas sa responsabilité. C'est le discours qu'on a entendu à Toulon. Voilà. Et dans le discours de Toulon, justement, vous aurez remarqué, de façon très curieuse d'ailleurs, il dit c'est une crise très grave, mais il ne faut pas que ça se transforme, ce n'est pas la condamnation du capitalisme. On voit bien l'idée tactique qui est d'isoler, pour mieux le valoriser évidemment, Olivier Besancenot, pour que le séparer Sarkozy... un capitalisme financier d'un capitalisme d'industrie. Non mais ça en gros. c'est oui mais attends, j'ai pas fini. On va laisser. J'ai pas fini. Et simplement, donc ça c'est l'habileté tactique pour essayer de valoriser Besancenot et d'étouffer tout le reste c'est de la politique caille, Oui, non, je pense pas que le président. mais bien sûr que si, la gauche a fait ça pendant 20 ans avec Le Pen. Donc vous pensez que ça va jusque là? Non, moi je pense que ça va jusque là. Il a le droit de penser ça. Troisièmement, c'est de l'exégèse. Troisièmement, on va laisser le tertio. On va laisser le tertio d'Éric Zemmour. Troisièmement, dans les mesures mises en œuvre, dans ce grand retour de l'État, les socialistes parlent. Je suis d'accord. Symboliquement, je suis d'accord. Il a dans le discours beaucoup. Ce sont les apartés, les parenthèses. Mais même dans les réalités, il a quand même beaucoup reculé depuis 20 ans. L'auditeur a du mal à suivre. Allez vite. Excusez-moi. C'est parce que voilà, il m'a arrêtez les assises. Il m'a détourné. Éric, vous en étiez au quatrièmement. Non, je finis. Vous avez fini. Merci, Monsieur Zemmour. Ce que je veux dire, c'est que dans les mesures prises, dans ce grand retour de l'État, dans cette relance du déficit, etc., qu'est-ce que la gauche socialiste aura à dire? Rien. D'ailleurs, depuis une semaine, ils ont une seule chose à dire, qu'il abandonne le bouclier fiscal et le paquet fiscal. C'est pas négligeable comme revendication. On peut discuter de ça. Mais enfin, faut ça passer vraiment pas à la hauteur. Alors, attendez, s'il vous plaît. Il y a Nadir Djenad qui veut la parole, et j'aimerais poser une question. Si Nadir ne veut pas y répondre tout de suite parce qu'il a prévu autre chose, on fera un dernier tour. Moi, il y a une chose qui m'étonne quand même dans la politique du gouvernement actuel. Plus d'État, une critique d'un capitalisme financier au moins, des errements, des exagérations. Mais ça a été dit clairement par le président de la République, on continue les réformes, c'est-à-dire on continue à privatiser la Poste, on continue à supprimer des postes de fonctionnaires, c'est-à-dire que ce qu'on dit d'une main par rapport au rôle de l'État, par rapport au rôle au sens large du service public, du service aux citoyens, on semble de l'autre main faire exactement l'inverse. C'est-à-dire comme si la crise n'avait pas démontré peut-être les limites d'un ultralibéralisme. Alors, un mot de Nadir Djenad? Oui, je suis assez d'accord, effectivement. Cette crise montre les limites de l'ultralibéralisme. Et d'ailleurs, il y a un autre élément aussi, pour revenir à votre question. Quand François Fillon, vous avez cité François Fillon, il a dit aussi autre chose. Il a dit que le gouvernement ne s'interdisait aucune solution si une banque avait des difficultés. Moi, j'ai compris nationalisation, par exemple. Est-ce que, d'ailleurs, ça a été évoqué dans les milieux économiques et même dans la presse, on parle de nationalisation. Certains économistes évoquent... S'il vous plaît, on laisse finir Nadir. J'ai bien compris. On laisse finir Nadir et ensuite il fait ailleurs, il continue des bonnes. S'il vous plaît. Est-ce que le gouvernement envisagerait, par exemple, de nationaliser une grande banque française qui... Par exemple, la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne ou la Société Générale. Qui est déjà un peu dans le giron de l'État. Et d'ailleurs, ça a été un élément qui a été repris par plusieurs économistes, je veux dire, qui ont l'oreille du gouvernement. Alors, ce serait quand même, avouez que ce serait quand même une situation curieuse et paradoxale de privatiser la Poste d'un côté et de nationaliser une banque de l'autre, non? Ça vous paraît pas un peu curieux, Francis? Non, écoutez, Jean-Marc, j'aimerais juste souligner une chose, c'est que je sens une sorte de consensus autour de cette table qui reflète d'ailleurs ce qu'on entend au-delà d'ici, c'est-à-dire un peu partout dans le monde, c'est que personne n'ose dire
simplement que nous avons affaire à une crise du capitalisme. D'ailleurs, dans le discours de Sarkozy, qui critiquait fortement le capitalisme financier, on parle d'ultralibéralisme. D'ailleurs, je viens d'entendre Nadir parler d'ultralibéralisme. Ce sont des mots comme ça qui contournent, je veux dire, la vraie question, qui est simplement que l'ultralibéralisme n'est qu'une des formes du capitalisme. Et c'est le venin du serpent, mais le serpent a toujours du venin. Il n'y a jamais que du capitalisme débridé. Quand l'État renonce, vous pouvez mettre tous les qualificatifs. Nous avons affaire simplement à une dérive du capitalisme. Et l'élément central, cardinal, c'est quand même le capitalisme qui a pris cette forme d'ailleurs dans les années Reagan. Dans les années Reagan, quand dans certains cercles économiques, on a considéré que le marché pouvait se réguler tout seul et que l'État n'avait pas intervenu. Et ça a donné ce capitalisme fou qu'on appelle aujourd'hui capitalisme financier, pour ne pas parler du capitalisme tout court. Il faut quand même revenir à quelque chose de fondamental. C'est que depuis 1989-90, on s'est réjoui dans le monde, certains se sont réjouis du fait que ce capitalisme-là, qu'on a appelé néolibéralisme, ultralibéralisme, était devenu le catéchisme central mondial et la seule voie possible, même une forme de fatalité pour l'humanité. Or, on voit aujourd'hui simplement, je veux dire, la manifestation d'une réalité qu'on connaissait déjà à l'époque de la guerre froide, c'est que le capitalisme portait en lui les germes de sa propre destruction. Et il renaît de ses cendres. On l'a dit. Non, mais c'est important de le dire. Pourquoi ne pas redire ces vérités fondamentales-là et ces germes, excusez-moi, ces éléments viraux, c'est peut-être aussi cet ultralibéralisme, ce néolibéralisme qui détruit ce capitalisme de l'intérieur. Nous avons affaire à une crise du capitalisme. Est-ce que, au-delà des actes homéopathiques, comme ce qui se passe aux États-Unis pour renflouer les banques, ou ce qui va se passer peut-être en Europe, on n'a pas 700 milliards de dollars. Homéopathie par rapport à l'enjeu historique, parce que nous avons peut-être affaire aujourd'hui à une opportunité historique pour reposer justement la question de ce capitalisme-là, de ce pouvoir qui est devenu un pouvoir unique, un pouvoir absolu, sans contre-pouvoir. Il y a des réponses qui viennent d'ailleurs. Il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les voir avec distance, parce que l'Occident n'a pas réponse à tout. C'est toute la question, qu'il faut aujourd'hui se poser. Il y a des troisièmes voies qui sont en train d'être proposées par ailleurs. Je veux pas revenir, je reviens volontiers d'ailleurs, à des pays comme le Venezuela, etc., qui depuis quelques années parlent, indiquent des voies, disent qu'il y a aujourd'hui des possibilités post-capitalistes, post-socialistes également, qu'il y a d'autres manières de gérer la société, de gérer l'économie, qui se démarquent fortement de cette fatalité du capitalisme ou du socialisme historique. Alors, tout le monde veut la parole. Donc on va la passer à Nadir en premier parce qu'il a généralement, ensuite Dominique et ensuite on va clore sur ce point parce qu'on a déjà largement dépassé le temps qu'on s'était imparti à nous-mêmes. Malgré les effets de la crise, moi j'ai pas le sentiment qu'il y a une volonté de remettre en cause le capitalisme. On dénonce les dérives, on dénonce. Il n'y a pas d'autre modèle. Oui, il n'y a pas d'autre. Il y a l'économie de marché, le capitalisme. Francis, on a bien compris. Vous avez bien parlé. Moi j'ai pas. Vous avez. Pourquoi est-ce toujours Nadir que vous interrompez? C'est plus facile. S'il vous plaît. Nadir. On va laisser Nadir. Exprimez-vous, Nadir. Ayez confiance en vous. Écoutez, il a un côté côteleux, là. Allez. Non, en fait, moi, j'ai pas le sentiment, quand j'entends les dirigeants, quand j'entends les entrepreneurs, les économistes, qu'il y ait une volonté de remettre en cause le système capitaliste. On dénonce les dérives d'une certaine forme de capitalisme, le capitalisme financier. Peut-être pour mieux protéger le système, par exemple, globalement. Aux États-Unis, d'où est partie la crise, par exemple, quand on voit les démocrates et les républicains, on voit que aucune des deux parties n'a envie de remettre en cause ce système. Alors, Dominique Volton, on essaie d'être bref et on passe à la suite. Parce qu'on a l'occasion d'en reparler après, vous allez voir. On a suffisamment critiqué les méfaits, les dérives du système socialiste bureaucratique pour être capable de faire aujourd'hui les critiques de. Merci, Dominique. Par contre, y a-t-il un autre modèle? Attendez. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, au niveau mondial, il n'y a plus qu'un seul modèle. Et donc, par conséquent, quand il y a des monopoles, il y a toujours les risques de dérive. D'une part. D'autre part, c'est vrai que c'est pas à force, faut pas appeler ça ultralibéralisme, c'est tout simplement les méfaits du libéralisme quand il n'est pas compensé par cette vieille bataille qui dure depuis quand même le 19e siècle, c'est oui au marché, à condition que ce soit régulé systématiquement par ailleurs, par l'intérêt général, en gros symbolisé par l'État. Et donc cette crise mondiale du capitalisme, parce que c'est un des questions, va bien reposer de nouveau effectivement moins d'arrogance pour les Occidentaux, plus de prise en compte de l'intérêt général, le concept du service public, le rôle des États. Donc ça c'est fondamental. Je suis pas sûr qu'on soit dans la tête de nos politiques actuelles, dans le plus d'État. Attendez, vous permettez, parce que vous avez posé une très bonne question tout à l'heure. Pour l'instant, nos hommes politiques, ils sont saisis
saisi par l'événement, même si, hélas, ça fait 6 à 9 mois qu'on attendait à cette crise. Mais les hommes sont comme ça. C'est dans l'urgence. Comme toujours, vous et moi, on ne réagit que dans la crise. Donc, ils sont capables de faire ce que vous dites très justement, de à la fois dire on va être obligé de faire de la régulation, mais rassurez-vous, braves gens, on ne change rien à notre projet politique. Ce discours-là ne marche pas. Je pense qu'aucun Français ne croit qu'ils vont continuer leur réforme. Mais ils sont pris dans une skise personnelle où ils disent on va être obligé d'agir, mais ça va changer. Et la vraie question qui se pose pour l'Europe, qui est quand même la partie du monde la plus cultivée sur les problèmes de politique économique, ça va être de dire on va faire ce qu'il faut faire pour réduire la crise de ce capitalisme, mais on aurait quand même intérêt à réfléchir de nouveau sur le sens de ce capitalisme. Alors, et donc, par conséquent, n'oublions pas qu'en 1930, aux États-Unis, cœur du capitalisme, il y a eu une critique politique, culturelle, syndicale d'une immense violence. Par le New Deal, notamment. Et c'est d'une grande violence contre le capitalisme. On se rappelle Johnson Beck, on se rappelle le raison de la colère. Donc, si vous voulez, on aura ça si jamais on n'est pas capable de faire une autocritique. Prévision de Volton. Éric, on finit sur ce point. Très vite, je voudrais répondre à votre question initiale et faire la liaison avec la suite sur l'Europe. Vous avez dit on privatise l'Europe, on privatise la Poste et on réduit le nombre des fonctionnaires. Vous vous souvenez? Oui. Moi, je trouve que vous mélangez les deux. Le nombre des fonctionnaires, réduire les nombres, absolument, réduire le nombre des fonctionnaires, c'est réduire un État qui est obèse depuis 30 ans. Réduire la dette de l'État, notamment. Non, surtout un État qui est beaucoup trop lourd depuis 30 ans. Il y a trop d'enseignants, il y a trop de policiers, il y a trop d'infirmières. Mais s'arrêter avec ce discours convenu. Non, je vous pose la question. Mais non, mais parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Monsieur Zemmour, vite, soyez léger. Mais non, mais parce qu'il n'y a pas que des policiers et des enseignants, même si l'éducation nationale est la moitié du budget de l'État. Non, pas la moitié. La moitié. Bref, c'est pas la même chose. Là n'est pas la discussion. C'est pas la même chose que la Poste. Parce que la privatisation de la Poste, c'est uniquement l'obéissance de la France à des directives européennes. Et ça, c'est pas la même chose parce qu'il y a une idéologie à Bruxelles. D'ailleurs, c'est les derniers des Mohicans aujourd'hui. Même aux États-Unis, ils en sont plus là. Une idéologie très libérale qui pense que seule la concurrence règle tout, que seul le marché règle tout, et qui nous oblige à privatiser la Poste. On va s'arrêter. Oui. Alors attendez, justement. Éric Zemmour a un avantage, c'est qu'il a une chose extraordinaire, c'est qu'il arrive à aider le présentateur qui va passer à son deuxième thème. C'était exprès. C'était exprès, disait-il. La crise financière et l'Europe. J'aimerais bien qu'on parle un peu de l'Europe. Pourquoi? Parce que, quelque part, vous parlez de l'État depuis le début. Mais est-ce qu'un seul État peut résister à une crise pareille? Alors, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. On a vu que notre président de la République est aussi le président de l'Union européenne actuellement. Et il a proposé, je crois, la mise en place d'un fonds européen d'urgence. En tout état de cause, à peine est-ce que cette information est parue, que Angela Merkel, la chancelière allemande, et les Anglais ont extrêmement rapidement répondu « Non, mais ça va pas, non ». Alors, est-ce qu'on en est toujours à chacun se débrouille dans sa petite basse-cour Je vais dire trois choses très rapidement. La première, et Zemmour a tout à fait raison, l'Europe est restée actuellement encore sur un schéma très libéral. Et donc, par conséquent, l'Europe, qui avait au contraire une tradition de régulation, va devoir le plus vite possible s'apercevoir qu'elle peut revenir à sa tradition. Il y a un déphasage entre les événements et l'idéologie des dominants. D'autre part, c'est tout à fait normal, hélas, qu'à l'occasion de cette crise internationale, les solidarités nationales, la solidarité européenne qui a 60 ans, c'est formidable, mais qui est faible, naturellement, vole en éclats. Donc, il ne faut pas s'étonner. C'est pas la fin de l'Europe. C'est tout à fait normal que chacun sauve d'abord son bateau. Mais la troisième chose, c'est que naturellement, attendez, j'ai fini. La troisième chose, c'est que l'Europe est porteuse de valeurs qui la dépassent. Et donc, par conséquent, même si dans un premier temps, les égoïsmes nationaux vont reprendre le dessus, dans un deuxième temps, je suis certain que les Européens vont se ressaisir et que nous allons retrouver ce capital politique de négociation que nous avons entre nous et que l'Europe va progressivement proposer quelque chose de commun. Et elle a intérêt parce qu'à la face du monde, c'est la seule qui peut gérer capitalisme et régulation. Vous êtes un incorrigible optimiste. Oui, bien sûr. Alors, Éric Zemmour, je suppose que vous partagez pas tout à fait le constat sur l'Union européenne. Mais on verra. Mais on ne va pas écrire l'histoire là. Dominique, on a entendu votre point de vue. On va essayer d'écouter un autre point de vue. Quand l'Europe nous impose un modèle dont on ne veut pas, surtout la France, on a rechigné assez. On parlait de la privatisation de la Poste. On pourrait parler de privatisation d'EDF, la concurrence pour la SNCF, etc., etc. Donc, quand on ne veut pas de ce modèle, alors là, l'Europe s'impose. Et quand il s'agit d'être solidaire, alors là, on nous dit « Ah ben non, c'est trop récent, on ne peut pas être solidaire ». La vérité, c'est que... Mais non, la preuve, on ne l'est pas. La vérité, c'est qu'on ne le saura pas, que ça n'existera jamais, ça c'est un désaccord. Mais c'est pas grave, Soyez plus modeste.
Non. Bref. L'histoire n'est pas écrite d'avance. C'est vrai. Quand En tout même, cas- vous jugez sur une histoire qui n'a pas Dominique, encore commencé. vous Qui pensez, a 60 vous ans, pensez- Dominique, quand même. Bah, pensez ça fait 60 ans de s'il vous plaît. solidarité, je m'excuse. Mais L'Europe, non, c'est mais 60 non, ans pas de de solidarité, solidarité, où les mais riches non. ont aidé les pauvres à s'en sortir. mais non, mais pour C'est la leurs plus grande. intérêts. Vous permettez, c'est la plus grande solidarité qui n'a jamais existé dans Pour l'histoire, leurs l'Europe. intérêts. Attendez, Les s'il vous riches plaît. ont aidé les Dominique, pauvres, quand même. Dominique, Bref. il y a un désaccord de fond Oui, voilà. qui est intéressant. Absolument. Ce qui serait clair, Si, c'est de c'est un désaccord de savoir fond, c'est un- si c'est un- aujourd'hui, On ne peut pas nier les s'il faits. vous plaît, Attendez, ben justement, essayons on de va ne parler pas des faits. anticiper. Voilà, on va parler Essayons des de ne pas faits. Moi, je anticiper. suis d'accord. Aujourd'hui, est-ce que l'Union européenne parle d'une On seule va parler voix des faits. Non. 1. L'Union européenne ne parle pas d'une seule voix. 2. Les Allemands ne veulent pas payer pour les autres. 3. Il y a 2 modèles en fait européens que la Commission de Bruxelles a essayé d'unifier sous un même dogme Disons le libéral. modèle anglais. Le modèle que moi j'appelle le modèle atlantique, parce que c'est l'Angleterre États-Unis, et l'Angleterre. l'Espagne, c'est-à-dire Pour une part. la domination de la finance et la croissance tirée par la spéculation immobilière folle. Et c'est ce modèle-là qui s'écroule. Et un modèle continental, Ce qu'on a l'habitude jadis on d'appeler appelait le modèle capitalisme rhénan, rhénan. exactement, mais qui s'est complètement a été laminé depuis 20 ans, et idéologiquement et économiquement, par son grand rival, que j'appelle Atlantique. dont le Parlez support pas est comme en vous gros voulez. l'industrie, pour dire clairement les choses. Exactement. En gros, le choix, dans un cadre Et- du capitalisme, ça serait l'industrie Mais ça fait. ou la Non, finance. non, non, il Mais faut ça pas être fait- caricatural. Ça fait 150 ans. Mais que oui, c'est ça comme il a raison, il ne faut pas Oui. être caricatural. Et en Oui, plus, mais la c'est finance, vrai quand même, on c'est vrai. finance l'industrie, il ne faut pas Ouais. non plus. Oui, mais enfin. Ce que je veux dire, c'est que l'Europe, Mais qui mène le bateau, quoi? C'est ça la question. depuis 20 ans, c'est le capitalisme financier atlantique Qui domine. Et quand alors donc, non seulement il y a des égoïsmes nationaux, parce que je rappelle quand même que même dans le cadre de ce modèle unifié, que moi j'appelle continental ou issu de l'Empire romain entre Monsieur l'Allemagne Zemmour, et la votre France. cours est trop long, monsieur Zemmour. C'est un peu vrai. Oui, Pour une Voilà. fois, je vais lui donner raison. Alors, je finis, vrai. je Ouais, finis, ouais. pour dire simplement que quand les Allemands et les Français, même quand les Allemands et les Français, je finis, même quand les Allemands et les Français se mettent ensemble pour réclamer par exemple une moralisation des hedge funds, les Anglais et les autres, spéculatifs, ça s'appelle. fonds spéculatifs, Il y a un mot français. absolument, les fonds spéculatifs, même quand ils se mettent d'accord, les Anglais et les Américains c'est et les autres normal. leur rient au nez et les C'est empêchent. normal, il y a Alors, 3 ça siècles. démarre- C'est des fêtes, là, on a parlé des fêtes. Là, bon, ça y est, là on a déjà une Mais tout ça ne explication assez signifie pas que claire. l'Europe n'existe pas. Si, Oui, mais mais sûr que si. non, Mais bien elle sûr que existe l'Europe, ça Alors, fait 60 ans. Ça vous ennuierait de laisser la parole à Nadir Djenad? Non, Si ça ne vous ennuie pas. Non mais Dépêchez-vous, je vais vous pas êtes partir trop dans lent. je vais pas partir dans de grandes envolées Oui, lyriques. contrairement à Eric Zemmour, on a bien compris. oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais qu'on revienne aux Zemmour, il fait faits. tout à la fois maintenant. J'aimerais qu'on revienne aux faits concernant cette crise. Animateur, les rires, S'il les vous plaît. émissions de show, et maintenant il fait Est-ce des qu'on cours va de laisser professeur. Nadir Djenad s'exprimer? J'aimerais qu'on revienne tout simplement aux faits concernant cette crise. Il y a eu quand même, et ça n'a pas été évoqué bizarrement, c'est que quand même plusieurs États vous européens ont sauvé la banque, ont sauvé une banque, attendez. ont sauvé la banque Dexia. Moi j'attendais les États-Unis. L'État, Il est incroyable. Eric, laissez parler un petit peu. la France, S'il le vous Luxembourg. plaît. Nadir S'il vous plaît, Djenad, s'il vous plaît. la France, le moi, que les Luxembourg. faits ne vous intéressent pas. La France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et les Pays-Bas? Oh, Non, la Belgique. France, le C'est Luxembourg et la Fortis. Belgique ont sauvé la la banque Belgique, Dexia. oui. Donc là, il y a eu un exemple de solidarité quand même européenne pour sauver une banque. Vous avez tout à Voilà. fait raison. D'autre part, Mais monsieur Zemmour, laissez parler. il faut quand même, Écoutez, moi, avant de juger, je préfère attendre quand même. N'oubliez pas qu'il y a un mini-sommet européen ce week-end. samedi à Paris, à l'initiative de la France. Donc, il faut attendre faut attendre ce qui sortira de ce mini-sommet pouvoir juger. Pour pouvoir Bon, juger. Nadir dit une chose importante. Il faut quand même On rendre, comprend. quand même. On c'est peut la rajouter France. une chose. C'est la France qui a Alors, l'initiative. Il a la même chose que Dominique ce que je dis. Volton, à l'heure où nous parlons, Il où y a nous trop de enregistrons, peut-être que quand les gens écouteront cette émission, le problème sera réglé. Mais à l'heure où nous parlons, il faut quand même bien reconnaître que les États-Unis n'ont pas réussi non plus à faire voter le plan Paulson en entier. Donc, quelque part, ça permet de relativiser. Peut-être que ce que je dis lorsque ça sera diffusé ne sera plus vrai, Sauf que ça puisque n'arrive on ne raconte pas un secret, mais on est enregistré Non, un mais petit pour, peu pour avant. compléter ce que vous dites, il y a une chose qui est intéressante pour l'Europe, c'est que les Britanniques sont tellement surpris, pour prendre le vocabulaire le plus diplomatique, sont tellement surpris du manque de solidarité de l'économie américaine à leur égard, qu'il est possible que cette crise va permettre aux Britanniques de s'apercevoir qu'ils sont peut-être plus reliés à l'Europe qu'ils ne le pensaient, parce que ça fait 30 ans qu'ils étaient complètement reliés aux États-Unis. Donc, bien sûr que là, une crise, c'est évident que ça divise les Européens, mais de grâce, l'histoire n'est pas écrite d'avance, c'est long, peut-être qu'il va y avoir un effet de On coopération. aura l'occasion d'en On verra, discuter, mais oui. Dominique, hein, parce que la moitié à moitié De toute vide, façon, à moitié c'est pleine, notre ça n'a seul jamais espoir, venu nulle part. C'est notre seul espoir, la coopération européenne. C'est agréable. Bah C'est non. agréable. Bon, C'est quand même un projet on politique va, qui dure depuis on va 60 traverser ans. l'Atlantique et on va aller voir ce que ça signifie, cette crise pour les États-Unis. Alors, on en a beaucoup parlé. Là, à l'heure où nous enregistrons, c'est ce que je disais une seconde, le plan Paulson a été adopté par le Sénat, mais on ne sait pas si la Chambre des représentants, qui va voter
voté pour la seconde fois, pardon, la deuxième peut-être, Éric Zemmour. Le plan amendé. Le plan amendé va l'accepter. C'est 700 milliards. Alors, le problème, il est quoi? C'est que si on a bien lu la presse, au-delà du vote de la Chambre des représentants, il y a eu un mouvement dont on a peu parlé en Europe et en France en tout cas, c'est que beaucoup d'Américains, par le biais de la toile et d'Internet, par le biais de mini-manifestations, par le biais de délégations auprès de leurs représentants au Congrès, ont protesté en disant 700 milliards de dollars pour Wall Street et combien pour les familles expulsées jour après jour depuis le début de la crise de subprime. On peut en dire autant pour l'Europe. Alors est-ce que finalement c'est Jacques Attali qui a raison, qu'il a déclaré cette semaine, je le cite, le capitalisme financier a gagné puisqu'après s'être engraissé en période de bénéfice, il fait payer ses pertes par l'État, c'est-à-dire par le citoyen. Alors, est-ce que Attali a raison, Francis? Non, c'est d'ailleurs pour ça que Barack Obama demande à ce que ce plan aille beaucoup plus loin, c'est-à-dire ne vienne pas simplement au secours de Wall Street, mais également qu'il y ait une partie de l'argent qui devrait débloquer, qui soit, apporte un secours à ces familles qui ont été expulsées et qui aujourd'hui sont en difficulté. Enfin, on a trouvé plus facilement 700 milliards de dollars pour Wall Street que pour ces familles qui sont expulsées depuis des mois et des mois. Et puis Obama a acquiescé à ce plan. Attendez, non, c'est compliqué. Attendez. Sur la première partie, il a acquiescé. Il n'a pas acquiescé, il a apporté des amendements. Les démocrates ont apporté quelques amendements quand même. Il a demandé, si je puis dire en résumant très vite, un volet social à ce plan. Oui, bien sûr. C'est une feuille de vigne quand même. Alors, une feuille de vigne. Dominique Volton, une feuille de vigne sur l'annualité du plan. On va laisser Dominique Volton s'exprimer. Pour faire l'essentiel. Je trouve. Pendant de longues années, la feuille de vigne a été l'essentiel. Oui, c'est exact. Dominique Volton. Très bien. Ce que je veux dire, c'est que ce qui a changé par rapport à ça, c'est que c'est vrai qu'on trouve toujours plus d'argent pour aider les riches qu'on trouve d'argent pour aider les pauvres. Et là, c'est universellement vrai. De ce que vous venez d'énoncer, Dominique Volton, vous permettez, on trouve plus d'argent pour aider les riches que pour aider les pauvres. Mais depuis toujours, hélas. Et le progrès de la démocratie, et c'est ça qu'on est en train de changer d'époque une fois de plus, c'est que le progrès de la démocratie, c'est que ça se critique, se fait de plus en plus. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en disant que par rapport à la crise de 1930, il y a une donnée nouvelle dont on ne sait pas quelles vont être les conséquences. C'est que maintenant, tout le monde est au courant de cette injustice. Et que très tôt après, les 700 milliards de dollars qu'on trouve c'est votre ancienne, ça vous expliquait qu'en fait la mondialisation de l'information fait que l'opinion publique mondiale mais il n'y a pas d'opinion publique mondiale. Il n'y a pas d'opinion publique mondiale. Alors il y a quoi? Pas. Il y a des opinions publiques nationales, régionales, qui font qu'un Espagnol, un Américain, un Chinois, un Indien ne réagissent pas de la même façon et se mettent à réagir avec beaucoup plus de critique. Et que là, il va y avoir pour nos organisations internationales et pour les superpuissances un sens critique beaucoup plus fort. Donc de toute façon, c'est vrai qu'on ne trouvera pas 700 milliards uniquement pour les riches si on n'aide pas les pauvres et que de toute façon, c'est ça le terrible boomerang de la démocratie. C'est que même quand les informations sont tronquées, mal distribuées, quand vous donnez à quelqu'un, un être humain sur Terre, une information, il se met à réfléchir. Et quand on lui dit il y a de l'argent tout de suite pour sauver les riches qui se sont enrichis et rien pour les pauvres, croyez-moi que le boomerang politique, c'est pour ça que la phrase de Attali, elle n'est pas exacte. Elle était exacte autrefois, elle va être de moins en moins vraie. Pour l'instant, on a trouvé de l'argent pour les riches. Je vous garantis que cette crise... Au jour d'aujourd'hui, sans vouloir vous contredire, au jour d'aujourd'hui, le capitalisme financier va toucher énormément d'argent de peur que la crise s'élargisse et pas les gens qui en ont besoin. Le vote n'a pas eu lieu et de toute façon, même si on trouve d'argent pour éponger Wall Street, qui est une obligation immédiate, la question de la revendication politique va être immense derrière. Et si nous ne sommes pas capables de traiter le déséquilibre entre les riches et les pauvres, ce que nous risquons d'avoir devant nous, il faut s'en souvenir pour la crise de 1930, ce sont des régimes autoritaires ou fascistes et ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire que les peuples n'ont plus aucune confiance dans leurs dirigeants, disent vous êtes tous des pourris et c'est ça qu'il faut éviter. Tout à l'heure, vous nous prédisiez des révoltes, maintenant vous nous prédisez des régimes autoritaires, ce qui est d'ailleurs peut-être les deux mêmes choses. Je prédis pas. C'est peut-être les mêmes choses. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez une situation extrêmement difficile dans les années qui viennent. Je finis le raisonnement. Non, c'est pas la première crise du capitalisme, il y en a eu d'autres. Il faut appeler ça. Je dis que ce qui a changé par rapport aux autres crises du capitalisme qui s'étiolent, qui se perdurent depuis le XVIIIe siècle, c'est que celle-ci, elle se fait au balcon des peuples, des 6,5 milliards d'habitants. Et que du coup, si les dirigeants qui s'en sont mis plein les fouilles et les politiques qui s'imaginent qu'on va dire n'importe quoi au peuple croient qu'on va recommencer, ils se trompent parce qu'il va y avoir une exigence critique des peuples qui va être radicale. Et si on n'est pas capable, vous partagez cet optimisme, enfin disons ce constat. Mais c'est pas facile à gérer. Moi, facile à gérer. Vous pensez que les révoltes sont là derrière, tout de suite derrière? Je pense qu'il y a la situation est grosse de révolte, mais déjà avant la situation. Donc en fait, pour une fois, on peut dire que vous partagez un constat. Non, ce que je voudrais dire, ce qui m'a intéressé dans la situation américaine,
c'est que, et c'est là je ne partage pas l'avis de Francis, c'est qu'il y a eu une révolte de la base, des électeurs et des députés de base. Certains se représentant aux élections le 4 novembre, voilà, la présidentielle, c'est important à préciser. Contre comment vous dire, une organisation bipartisane, des républicains démocrates, qui s'est mis comme d'habitude d'accord pour sauver le pouvoir financier. C'est-à-dire que les démocrates et les républicains, à mon sens, sont dans le même sac. C'est une forme d'union nationale. C'est une forme d'union nationale, exactement, pour sauver uniquement. De toute façon, démocrates ou républicains n'ont jamais remis en cause, ni même dans leurs écrits. On est bien d'accord. Deuxièmement, ce qui est la loi capitaliste américaine. Ce que j'ai trouvé intéressant, vous savez, on nous donne en exemple depuis longtemps le régime présidentiel américain. Enfin, certains nous donnent en exemple. Ça, c'est limite aujourd'hui. Et d'ailleurs, absolument. 14 discours en 15 jours. Et d'ailleurs, la révision constitutionnelle, que les parlementaires ont voté d'une voix en août, s'inspire de ce régime présidentiel sans aller au bout, parce que dans le comité, il y avait Balladur et Jack Lang qui sont tous les deux des partisans du régime présidentiel. Et là, on voit les limites du régime présidentiel, c'est-à-dire que le régime présidentiel, en fait, est beaucoup moins efficace que notre vieux régime gaulo-bonapartiste français. Bon, c'est amusant à voir. Alors, il nous reste quelques minutes. Nadir Djenad. Juste une chose, parce que Dominique Volton parlait tout à l'heure de révolte. Ce serait intéressant de voir si cette révolte aux États-Unis va se manifester dans les urnes. Nous sommes à quelques, c'est ça que nous avons eu peur, exactement, à quelques semaines d'une élection importante aux États-Unis. Et il est vrai que cette crise financière qui arrive à point nommé, donc constitue un tournant peut-être pour cette élection présidentielle. L'impopulaire George Bush plonge John McCain dans cette crise. Et Obama. Moi, je crois qu'il plombe tout le monde. Moi, je pense pas. S'il vous plaît, Nadir Djenad va finir sa phrase, si vous voulez bien. Il est clair, à mon avis, que il peut y avoir un vote sanction lors de cette prochaine vous qui échéance. prédisiez l'an passé une victoire c'est de pas une McCain. prédiction, mais c'était Vous qui voyez, là, vous pensez que la situation a radicalement changé quand même. Exactement. Il y a un tel rejet actuellement, à la fois du président, mais à cause de cette crise financière, un tel rejet du système en fait mis en place par les républicains, que beaucoup de nombreux Américains, je pense, voudront faire confiance aux démocrates pour qu'ils les sortent de cette crise. C'est ce que disent les derniers sondages. Et Obama donne une dizaine de points d'avance à Obama. Aurait alors, attendez, parce que si ça se confirme, Obama aurait une responsabilité historique extraordinaire, parce que ce serait à la fois le premier noir, ce qui est c'est un symbole politique inouï, face, écoutez. Oui, on se comprend. Dominique Volton, on se comprend. C'est le premier noir, face à une situation économique et financière catastrophique, tenu de jouer la solidarité. Autrement dit, cet homme se trouverait face à un destin national et international d'une immense gravité et peut-être d'une immense chance pour les valeurs démocratiques dans le monde. Il y aurait d'un seul coup peut-être une... Voilà. Et pourtant, c'est Bush qui fait du démocrate, là. C'est Bush qui fait de la relance par l'État. Enfin, il n'est pas tellement crédible, hein. Ah mais il le fait. C'est vrai. Il le fait. Contrainte et forcée. C'est intéressant. Alors, on va laisser Francis Laloupeau Moi, je ne crois s'exprimer. pas qu'on trouvera une solution. Je ne suis pas optimiste. Si on garde les structures, quel que soit celui qui est élu demain aux États-Unis ou ici ou ailleurs, si on conserve en l'État les structures de l'État, telles qu'elles sont aujourd'hui, parce que cette crise du capitalisme financier vient simplement, je crois, renforcer ce qu'on observe déjà depuis plusieurs années, que les sociologues et autres observateurs indiquent depuis plusieurs années, c'est la crise de l'État. C'est-à-dire que l'État a reculé. Il y a le recul à un moment donné, d'ailleurs, on a porté, je veux dire, au rang du dogme l'idée qu'il devait y avoir moins d'État, toujours moins d'État, etc. Et l'État a libéré cette espèce de monstre comme ça qu'on appelle le capitalisme financier pour faire à sa place, d'une certaine manière, ce qui devait être de son ressort, de ses prérogatives. Alors, je crois que l'enjeu aujourd'hui est celui-là. Est-ce que l'État est aujourd'hui... Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, tous ensemble, parce que l'État tout seul, bon, ça ne signifie rien, disons, le collectif, est-ce que le collectif est capable aujourd'hui de refonder l'État, de repenser l'État, pour que l'État reprenne simplement son espace et son territoire naturel? Et toute la question est là. Et que l'État ne soit plus aujourd'hui simplement, je dirais, une sorte de délégateur, si je puis dire, des intérêts particuliers, soit capitalisme financier, soit des ONG et autres institutions. Je crois qu'il faut même repenser des institutions telles que la Banque mondiale ou FMI, etc., qui aujourd'hui ont peut-être aussi atteint leurs limites.
Je crois que ça fait beaucoup de aujourd'hui, choses à repenser, hein, quand même. Hein. Mais je crois que vont nous obliger. Hein. Je crois que si on ne voit pas ces questions comme ça dans le fond, ce ne sont pas les changements de régime, ce ne sont pas les élections, successives. Ce ne sont pas simplement, je dirais, quelques solutions comme ça occasionnelles qui pourraient régler la question. Nous avons aujourd'hui affaire à une crise profonde. Nous avons affaire à une crise de société, à une crise de l'État. Et l'État, c'est nous. Et l'État doit aujourd'hui être repensé. Il faut repenser. Ce n'est pas, je dis, ce ne sont pas des mots. Il faut refonder l'État et même la notion de l'État. Et l'État, c'est nous. Dominique, il nous reste 8 ou 10 minutes à peine. J'aimerais qu'on aborde la dernière question que j'avais évoquée dans la présentation du sommaire au début. Parce que là, quand on écoute Francis, il dit l'État, l'euro, le modèle écorné, mais il y a des pays qui paraissent, a priori, extrêmement loin de tout ce système. Je pense à beaucoup de pays d'Afrique noire, je pense à la Caraïbe, je pense à certains pays d'Asie ou d'Amérique latine, qui semblent absents du festin depuis fort longtemps. Sont-ils absents de l'après-festin, c'est-à-dire de la catastrophe ? Non, ils vont Dominique Volton. Hélas, les pauvres payent toujours plus que les autres. Hein. C'est tragique, mais c'est comme ça. Donc, par définition. Il n'y a pas de bourse souvent dans ces pays ou très peu. Il y a des places boursières. Il y a des places boursières, mais. Oui, en Afrique du Sud. Au Kenya. L'Afrique du Sud, c'est. Oui. Moi, je parle des pays, disons, les plus pauvres. L'Afrique noire, le Mali, l'Haïti, des pays comme cela. Une bonne partie du Proche-Orient. Voilà. Il y a de l'argent spéculatif qui circule. Qu'est-ce que les populations de ces pays risquent de vivre ? On revient toujours à ce qui me fascine comme changement structurel, c'est que, les pauvres payent plus que les autres. 2, aujourd'hui, ils le savent. C'est-à-dire que ce fameux changement de la mondialisation de l'information... savoir, ça leur fait de belles jambes, excusez-moi l'expression. Mais... Vous permettez, c'est quand même des choses... Vous êtes journaliste. Non, ils le savent, et alors vous permettez, c'est la première... Mais c'est extraordinaire comment vous ne gérez pas une rupture qui vous concerne directement les médias. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tout le monde sait tout ce qui se passe. Eh bien, croyez-moi, ça va faire des changements. C'est-à-dire que tous ces pays qui ont été à la queue, qui ont subi pendant 4-5 siècles, là, ils vont dire, mais au nom de quoi nous ? Et donc, par conséquent, la révolte qui existe déjà, elle va se manifester, d'une part. Et d'autre part, je ne dis pas que ça donne raison à la vision marxiste internationaliste des années 70. Vous savez, c'est pas un crime. Hein, non, c'est pas ça, vous permettez. Mais quand même, il y a eu un débat avant la fin du communisme, qui est les excès du capitalisme. Et là, ces excès du capitalisme ne donnaient pas raison aux excès du système soviétique. Mais quand même, vous aviez ce qu'on appelait entre-temps un tiers-monde, et en tout cas, une recherche de troisième solution. Ces pays à qui on appelait les non-alignés, notamment. Vous n'avez rien compris. On leur a dit, vous n'avez rien compris, il n'y a qu'une solution, c'est le capitalisme. Entre-temps, le modèle soviétique s'est effondré. Eh bien, je vous garantis que c'est ça qui est formidable dans la vie des idées. C'est que cette problématique, non pas du modèle tiers-monde, modèle 1980, mais comme interrogation critique, ça revient sur le terrain. Et donc, on sera obligé. Il y a un livre qui vient de sortir de Jean Ziegler qui s'appelle La haine de l'Occident, qui a exactement cette thèse. Et on sera obligé de tenir compte de manière plus sérieuse et rigoureuse de ces points de vue critiques que de la manière dont on les a méprisés pendant 30 ans. Alors, Nadir. Moi, j'aimerais. Il nous reste 4 minutes d'émission. Une anecdote, juste. J'aimerais soulever 3 points. Francis après. 3 points. Tout d'abord, les conséquences de cette crise financière au niveau de certains pays émergents. Il peut y avoir des conséquences en fonction du niveau de développement des pays. On sait que par exemple l'effet de contagion peut toucher des pays comme l'Égypte, l'Afrique du Sud ou le Maroc, où le système financier local justement a des liens avec le système international. D'autre part, cette crise mondiale est une crise de financement. On sait très bien les banques, jusqu'à présent, se prêtaient de l'argent. Donc des banques européennes prêtaient de l'argent à certaines banques à des banques africaines. On peut imaginer que ça va s'assécher. Voilà, ça va s'assécher et donc les banques africaines n'auront plus pas assez de crédit et donc ne pourront pas prêter à leurs clients. Troisième point, très peu. Troisième point, s'il y a une récession dans les pays développés, notamment aux États-Unis, il y aura une baisse de la demande. Une baisse de la demande, donc de la production. Et conséquence, des exportations qui ne se feront plus pour ces pays. Il y aura une baisse de la demande concernant les matières premières. Et on sait très bien que de nombreux pays africains sont des producteurs, font leur richesse sur les matières premières, donc il va y avoir une crise. Et dernier point, concernant les pays les plus pauvres, on sait très bien que les pays dits développés ont fait des promesses concernant l'aide aux pays les plus pauvres. On a entendu, il n'y a pas longtemps, Nicolas Sarkozy, justement, rappeler ce fait devant la tribune des Nations Unies. Eh bien, déjà, en temps normal, il est difficile pour les pays développés donc d'aider les pays les plus pauvres. Alors, en temps de crise, en temps de crise, c'est encore plus difficile.
Francis, il nous reste 2 minutes d'émission. Oui, Nadir a dit l'essentiel. Je crois que les conséquences immédiates pour l'Afrique, c'est sur la croissance. Pas seulement l'Afrique, hein. Ralentissement. Pour revenir à la. C'est vrai que j'avais parlé de l'Afrique, mais je fais un focal sur l'Afrique notamment. Élargir, hélas, le propos. C'est vrai que ralentissement de la croissance, des exportations, peut-être nécessité de chercher aussi des nouveaux marchés, de se tourner vers l'Inde, l'Asie, etc. Je crois qu'il y a quelque chose qui, pour l'instant, qui explique le fait que les banques africaines sont un peu à l'abri de la crise. C'est que ce qui était leur faiblesse avant devient leur force aujourd'hui. Ce sont des banques essentiellement de dépôt et d'investissement. Et qui s'adressent aux particuliers. Voilà. Il y a très peu de banques d'affaires. Donc pour l'instant, je finirai juste par une anecdote. Très drôle, enfin c'est pas drôle, mais c'est significatif. C'est que ce week-end-ci là, à Paris, se tient un salon organisé par la BIAO, qui est la grande banque d'investissement d'Afrique de l'Ouest, la BIAO de la Côte d'Ivoire, qui organise donc un salon à Paris pour s'ouvrir à la diaspora africaine vivant en France et les invitant, je veux dire, à l'épargne. Et ce salon est doublé d'un salon de l'immobilier qui invite la diaspora africaine à investir de plus en plus dans l'immobilier. Ah ouais, donc vous avez cette réunion de plusieurs banquiers africains, décalage africains, ce week-end à Paris, qui font la promotion de leur banque, de leurs produits immobiliers. Décalage. Un décalage. Alors, Éric Zemmour. Non, mais sur l'Afrique, je pense que, en tout cas, moi, j'ai rien à ajouter. Je me demandais si, parce que Dominique annonçait non sans raison des révoltes, etc. Et moi, je me demande si on n'est pas en train de vivre, la fin d'une ère, c'est-à-dire la fin de la domination américaine. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un transfert, et est-ce que transition entre l'impérialisme américain et l'impérialisme chinois on va pas relancer la discussion, Dominique, parce que c'est la fin de l'émission. Exactement. C'est bien de rester sur une interrogation. On va pas relancer le débat. Je fais remarquer simplement que les avoirs chinois aux États-Unis ils sont toujours, et j'allais dire heureusement pour les Américains. Je crois, parce que effectivement il y a de très grosses sommes en jeu, et si demain les Chinois décidaient de retirer leurs avoirs aux États-Unis, ce serait vraiment la panique. C'est le bouton ce qu'ils n'ont pas fait pour l'instant. Voilà, c'est le bouton atomique financier. Voilà. Bon, j'espère qu'on vous a un peu aidé, qu'on vous a éclairé des lumières de nos merveilleux éditorialistes ici présents. On a essayé de ne pas perdre le sens de l'humour, parce que je le rappelle encore une fois à Dominique Volton, l'humour c'est la politesse du désespoir. Mais nous ne sommes pas encore au désespoir. On vous remercie de votre fidélité, et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu. Merci.